La pomme du Limousin, je vais dire que je suis le petit poussé de ce volume de fruits et par rapport au viticole. La pomme du Limousin, c'est 90 000 tonnes. Donc, François Laffitte a cité l'autre fois l'Europe, c'est 14 millions de tonnes. Donc, on est vraiment un petit volume. C'est 250 producteurs et 2000 hectares. Voilà, en gros, donc très bien organisé. Il y a 3 coopératives qui gèrent ces 90 000 tonnes et qui mettent en marché la pomme du Limousin. Et je dois rappeler que la pomme du Limousin, c'est la seule à avoir une AOP. La seule pomme de France. C'est la seule pomme de France, j'allais venir à ça. C'est la seule pomme de France à avoir une AOP. Et alors, depuis que vous avez obtenu cette AOP, est-ce qu'on peut tirer un bilan au niveau à la fois de la production et au niveau peut-être du développement économique de la zone dans laquelle vous vous trouvez? Parce que cette table ronde, elle est autour du développement économique des territoires. Est-ce que véritablement, sans langue de bois, là, on peut se dire qu'il y a eu un mouvement et que ça a permis de créer une dynamique positive pour le développement du territoire? Alors effectivement, le fait d'obtenir un signe de qualité aussi important qu'une AOP a dynamisé le secteur. C'était quelle année? C'est en quelle année? C'était en 2005. Il faut savoir que le dossier a duré quand même 14 ans. Mais la pomme du Limousin, je me souviens que nous avions discuté de ce dossier, la pomme de du la longueur de Limousin l'instruction. était déjà reconnue parmi cette masse de pommes, on va dire, je vais appeler ça de cantine, qui est une golden, parce qu'il faut rappeler que la pomme du Limousin est une golden. Et donc, nous étions noyés dans la masse, mais le terroir limousin faisait déjà, avant d'avoir l'AOP, que notre pomme était différente. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc l'AOP, donc ça a permis, 13 ans, voilà, 13 ans. On a mis 13 ans pour 13 ans avant le travail pour obtenir l'AOP. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la production, sur les producteurs, sur les exploitations et donc sur le développement économique de votre territoire? Alors malheureusement, le territoire limousin, comme tout le monde connaît ou peut se rendre compte où ça se situe, c'est un territoire qui se désertifie jour après jour. Et la pomme du Limousin, malgré ses atouts, perd des volumes tous les ans. Perd des volumes Des volumes en production, c'est-à-dire des hectares qui s'arrachent, dû à un manque de motivation de la part des jeunes, je vais dire des jeunes. En tout cas des producteurs eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Des producteurs eux-mêmes, le renouvellement on va dire des successeurs. Oui, parce que évidemment, la capacité à produire, cette pomme de qualité a aussi ses exigences. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il vaut mieux faire autre chose, pas du tout partir sur un produit de qualité, jouer la quantité ou... Non. Aujourd'hui, nous sommes orientés vraiment sur la dynamique qualité, voilà. À savoir que nous avons mis en place un cahier des charges de bon voisinage, une charte de bon voisinage, ça c'est très important et ça a été repris, je pense, par l'ensemble de la profession pomicole de France. Après, on peut aborder le sujet qui fâche, ce sont les pesticides et nous sommes montrés du doigt à chaque fois. Et là, je voudrais que les politiques disent assez. Maintenant, nos producteurs travaillent dans de bonnes conditions, avec des cahiers des charges qui sont respectueux de l'environnement. Nous allons vers le zéro résidu. Aujourd'hui, la profession met tout en place pour aller donner aux consommateurs un produit qui est irréprochable. Au niveau de ce qui se dit également sur les quotas qui pourraient augmenter au niveau de la restauration collective, en particulier sur les produits comme les vôtres, vous êtes plutôt optimiste pour un produit comme la pomme du Limousin? Bien sûr. Parce qu'en effet, vous le disiez tout à l'heure, c'est un produit de cantine. C'est pour ça que ça fait rebondir sur ce sujet-là. C'est bien un produit de la restauration collective qu'on imagine bien en volume, c'est bien la pomme. Voilà, en volume, c'est bien la pomme. Alors, à savoir que le quota se fait tout seul en Limousin, dû aux aléas climatiques. L'année dernière, nous avons perdu 30% de récolte. Cette année, nous avons une toute petite floraison qui va nous pénaliser de 20% de récolte. À savoir que dans notre cahier des charges, nous avons également un volume à ne pas dépasser qui a été mis en place il y a déjà une quinzaine d'années. Donc tout ça régule notre production et la pomme du Limousin inonde pas le marché aujourd'hui.
Oui, je suis d'accord avec vous. Dominique Fayel, vous venez de l'Aveyron. Alors, vous êtes agriculteur, vous avez un troupeau de bovins viande du côté de l'Aveyron, mais vous êtes là aujourd'hui au titre d'Euromontana, dont vous êtes le vice-président de l'Association européenne des zones de montagne. Alors, vous avez plusieurs autres responsabilités, hein, d'ailleurs, au travers de plusieurs organisations qui interviennent à la fois sur le devenir de ces zones de montagne, mais plus généralement, d'ailleurs, des territoires ruraux. Je voudrais qu'on vienne avec vous sur la dynamique qu'apportent les produits sous signe de qualité et d'origine au territoire. Parce qu'on voit bien que dans les territoires de montagne en particulier, hein, les produits de qualité ont à la fois de la rareté, mais aussi ont beaucoup d'importance en proportion dans le développement et dans le maintien d'une agriculture toujours vivante sur ces territoires. Comment vous voyez l'évolution dans les mois, dans les années à venir et les soutiens qu'il faudrait vous continuer, voire développer, qu'il faudrait continuer ou développer sur ces productions? Vous faites bien finalement. Bonjour à tous, d'abord. Et Euromontana, je le précise parce que j'ai vu quelque part que c'était présenté comme une organisation de région. Oui, il y a des provinces, pas seulement, il y a aussi des socioprofessionnels, oui, des agriculteurs, des PME, des chambres de commerce, etc., des universitaires, des chercheurs, etc. C'est même une composition qui est très transversale, très mais il y a une transversale. racine agricole, voilà, et qu'on continue de cultiver. Vous faites bien donc d'introduire sur cette dimension, sur le rôle des signes de qualité dans les territoires difficiles. C'est le vecteur quelque part de la création de richesse. Par définition, les territoires difficiles ont moins de capacité que d'autres d'être compétitifs par les volumes. Bon, par définition. Donc, il a fallu chercher des solutions différentes, et généralement par la qualité, parce que les options ne sont pas si nombreuses que ça, et par la qualité et l'identité. Je dis souvent les deux. Oui. Tout à fait. Le lien au territoire est très fort. L'identité du produit, je pense que c'est un des vecteurs à venir, qu'il faudra peut-être développer davantage. Ça a été pour certains territoires la seule façon de créer cette richesse que le volume n'amenait pas, tout simplement. Et ça, c'est un point fondamental pour les territoires difficiles. Pour savoir ce qui peut se passer demain, moi j'ai quand même envie, sans revenir sur tout ce qui a été dit avant, de poser 2-3 choses. On a beaucoup parlé de la réforme de la PAC à venir, et comme à chaque fois, ça suscite beaucoup d'attentes. Oui. Et je veux juste mettre en garde, soyez modestes dans les attentes que vous avez, parce qu'en général, quand elles sont démesurées, elles sont forcément déçues. Il vaut mieux être réaliste au départ et mesurer les ambitions qu'on peut avoir. Ce n'est pas votre voisin de gauche qui veut dire l'inverse. Voilà, parce que non, faut malgré tout être réaliste. La réforme de la PAC, et ça a été dit par quelques-uns, c'est pas une vraie réforme sur le fond. C'est une réforme de la tuyauterie, oui, de la plomberie. Je caricature un peu en disant ça, mais et le risque, c'est qu'on ait une PAC avec un C qui s'éloigne, c'est-à-dire de moins en moins commune. Oui, de moins en moins commune. Et que Bruxelles, finalement, je la fais court, délègue aux États membres la gestion. Voilà. Parce que ça, ils veulent plus s'embêter avec ça. Voilà, il faut savoir que le cadre, c'est ça. Ensuite, petit rappel aussi sur ce qui a été dit sur le budget. Bon, un budget en baisse, pour faire simple, notamment sur le développement rural. Oui. Notamment sur le développement rural. Et c'est là où on en arrive au territoire. Une politique agricole, elle doit être absolument sur 2 pieds. Je ne dis pas qu'ils doivent être dimensionnés pareil. Il y a une approche filière économie, et puis il y a une approche territoire. S'il n'y a plus l'approche territoire, la politique agricole ne marchera pas. Donc là, on commence à partir avec une proposition. Ça n'est à ce stade qu'une proposition. Elle sera discutée par les États membres, mais j'ai quand même du mal à croire que la Commission a jeté en l'air comme ça une proposition en disant on va voir où ça tombe. Et évidemment, elle a senti les États membres et l'humeur des États membres avant de faire une proposition. Allez, le ministre français et quelques autres ont affiché l'ambition de remonter la pente. Moi, je crois que ça va être dur. Voilà, je pense que là, il va falloir ramer. Voilà. Il va falloir ramer. Donc, c'est là où on en revient au territoire avec une politique, avec un second pilier qui fait quoi aujourd'hui? Il fait de l'ICHN, le soutien des zones difficiles. Oui. Bon. Il fait de l'installation. Oui. Il fait de l'investissement. Il fait de la bio. Et du soutien aux
à la qualité. Il fait des MAE pour l'environnement. Il fait des politiques leaders, par exemple, avec des logiques de territoire. La gestion des risques, ça a été évoqué tout à l'heure, alors qu'il n'a rien à voir avec les territoires, mais qui est là parce que le second pilier a une structure budgétaire pluriannuelle. Ouais. Bon. Bref, mais quand j'ai entendu dire on fera plus ceci, plus cela, plus cela, plus cela, en citant toutes ces actions, et qu'on commence à mettre moins 15% sur le budget, ça va être raide. Voilà, ça va être raide. Donc, bon, alors, la Commission dit, mais les États membres pourront contribuer davantage par le cofinancement. Bon, tout le monde sait que c'est facile d'aller chercher de l'argent en France à Bercy, et les autres États membres, ça doit être pareil. C'est pareil. Bon, voilà. Parlez pas de son gouvernement pour l'instant. Donc, c'est pas le jour, c'est pas le jour. Donc, non, moi, alors, quelles sont les solutions? D'abord, ce qui existe déjà. Et ces deux outils ont été cités. Alors, toute l'évolution sur le droit de la concurrence dans le cadre de l'omnibus, où je ne suis pas sûr que la nouvelle PAC pourra réouvrir le chantier, je ne suis même pas sûr que ce serait une bonne chose, parce que je pense que le dernier coup, la DG Concurrence s'est fait avoir, pour faire simple. Je ne suis pas sûr qu'il... Enfin bon, voilà, non, il y a une avancée, il faut l'utiliser, et c'est la capacité des acteurs sur le terrain à s'organiser, à s'entendre. Le mot est un peu... Voilà, je mets des guillemets. Oui. Mais on peut faire mieux, il faut y aller. Le deuxième outil, il a été évoqué, c'est l'export et la promotion. Oui. Voilà. Il y a eu une augmentation significative, importante ces dernières années pour la promotion. Et j'ajoute qu'il y a la demande. On évoque tout souvent le marché chinois, le sud-est asiatique, où la demande, alors un produit générique, il y a 15 ou 20 ans, en commodité, mais aujourd'hui pas seulement. L'élévation du niveau de vie a fait que des besoins, les mêmes besoins qu'on a chez nous, de qualité, de typicité, d'identité des produits, voilà, cette demande-là, elle y est. Donc utilisons déjà ça. Ensuite, sur ce que pourraient être les outils de la nouvelle PAC. Moi, je vais essayer de rêver. Voilà. Après, est-ce que le rêve arrivera à coller un jour à la réalité? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'on a tous fait le constat que les consommateurs attendent du mieux sur la qualité, sur l'identité, etc. On l'a déjà dit. Voilà, toutes les études qui sont locales, on l'a vu hier dans le baromètre, d'ailleurs, Nouvelle-Aquitaine ou national ou international, le montrent en plus. Et donc, ça ne peut pas être que le fait du petit producteur qui va avec sa camionnette sur le marché. Je veux dire, il y a un vrai, c'est aussi par des filières organisées, des filières de proximité. Et ça, c'est un travail à faire à l'échelle des régions, des bassins de production, voilà, des filières territorialisées. Ce que j'appelle les filières territoriales, je pense que là, il y a un boulevard qui s'ouvre. En tous les cas, il y a un vrai chantier qui s'ouvre. Et vous avez raison de dire que pour répondre à ce défi, il faudra offrir ce qui est souvent dans les 15e ou 16e questions dans les enquêtes, de la diversité aux consommateurs pour pas qu'ils se lassent demain de ce qu'ils recherchent aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez raison de parler de diversité là-dessus et de nécessité de compléter, de se renouveler sans cesse. Il y a une vraie voie, y compris, alors pas seulement la consommation individuelle, y compris dans la restauration collective. Qui est un vrai chantier. Je pense que les conseils régionaux sont assez volontaristes là-dessus. Sauf que les outils pour faire ça, ils sont en général dans le second pilier. C'est là où j'en reviens à mon affaire. Mais bon, ça veut dire que là, il y a un vrai projet, il y a un vrai objectif, et c'est à nous tous de se mobiliser pour que demain, on ait, via les outils de la PAC et aussi via les financements des États membres, les moyens de le faire. Simona Casselli, je vous en prie, prenez le micro. L'inquiétude, en effet, peut-être demain du manque de considération, oui, donc du manque de moyens, pour arriver à développer des politiques de développement des territoires ruraux, etc. Vous, c'est quelque chose qui vous inquiète particulièrement? Oui, naturellement, je suis un ministre régional et c'est pour ça que l'idée que la politique européenne va être un petit peu moins commune et surtout va couper l'argent dans la partie des régions, c'est pas encourageant, hein, ça. Surtout parce que nous avons une économie en Émilie-Romagne qui est basée, surtout l'agriculture est basée sur la qualité, mais l'agriculture est basée surtout sur les signes de qualité. Nous avons une agriculture de filières
Déjà maintenant, vous considérez que les 90% du lait de l'Emilia-Romagna va à produire le Parmigiano Reggiano. Nous avons une grande organisation, surtout sur les fruits et légumes, avec les OP et tout ça. Nous avons une grande partie des filières, la filière de la pâte, nous avons Barilla, Emilia-Romagna et beaucoup d'autres marques très importantes. Il faut que vous parliez bien près du micro. Oui, et c'est pour ça qu'en ayant déjà une agriculture de filière qui est régionalisée, mais bien sûr est orientée à l'internationalisation, nous avons besoin de continuer à soutenir tout ça. Dans les développements ruraux actuels, nous avons donné une préférence généralisée dans toutes les mesures aux projets qui ont des produits à indication géographique dans son projet. Et c'est pour ça que, naturellement, l'idée que les niveaux du financement du développement rural va baisser, c'est un problème. Aussi, nous avons donné une générale préférence aux projets qui sont à la montagne. Parce qu'on doit défendre la montagne, autrement la montagne se baisse et on a un désastre économique et social. Et aussi, par exemple, les Parmigiano Reggiano est produit, les 21% du Parmigiano Reggiano est produit à la montagne. Et si nous n'avons pas cette production dans la montagne de l'Emilia, particulièrement, que c'est la partie occidentale de la région, probablement on n'aurait pas de l'agriculture là-bas. Et il y aurait une situation complètement détruite au niveau social aussi. Et je peux rappeler l'expérience avec les pommes du Trentino Alto Adige où la cultivation des pommes a complètement changé la situation sociale et économique des vallées de None et d'autres vallées du Trentino Alto Adige. Et c'est pour ça que je suis un petit peu aussi étonnée que dans les premières choses qu'on voit du nouveau règlement, de propositions sur le nouveau règlement, on ne parle pas beaucoup des indications géographiques. Et je ne sais pas pourquoi, parce que les commissaires en effet, est engagé, surtout à niveau international. Nous savons qu'aujourd'hui, il est en Chine, probablement, ils vont doubler la liste des produits qui sont dans les accords. Dans l'accord, il va probablement obtenir des autres accords internationaux, pas les Mercosur. Il nous a dit la semaine passée que les Mercosur, c'est pas possible. Et il ne convient pas aux agriculteurs européens. Et c'est pour ça que c'est absolument nécessaire, pas seulement pour l'Italie ou la France ou l'Espagne qui ont beaucoup de signes de qualité, mais aussi pour les objectifs initiaux, parce que les objectifs initiaux sont très clairs. Et si tu veux faire du travail sur la société, si tu veux travailler pour la santé et pour donner aux consommateurs de la sécurité, tu dois faire de la traçabilité, comme on a été dit, justement. Tu dois faire un travail sur l'étiquette, tu vas défendre des limitations et de l'usurpation, tu dois faire tout ça, et ça coûte naturellement. Et maintenant, on a des instruments qui sont généraux dans la politique européenne, mais beaucoup d'instruments sont dans la politique régionale, dans le développement rural. Par exemple, la mesure 3.2 sur la promotion, est une mesure qui est nécessaire. C'est une chose à défendre dans la nouvelle PAC, parce que parfois on entend dire, bien, on a déjà les programmes européens de promotion, mais cela c'est un programme fort, qui est très important, mais les petites productions, les petits TG, normalement, n'ont pas la possibilité d'arriver jusqu'à là. Mais ils ont bien la nécessité de faire promotion au niveau national ou au niveau de 2 pays européens, 3 notamment. Nous avons utilisé cette mesure-là, surtout pour les petites, en finançant, en soutenant les projets où une grande IG
notamment les Parmigiano Reggiano ou les jambons de Parme, va ensemble au petit IG à faire sa promotion tout autour d'Europe ou à l'étranger. Ça, c'est absolument nécessaire et c'est nécessaire de soutenir aussi au niveau territorial l'investissement en recherche et innovation. Parce que parfois, on entend dire que ceux-ci sont des produits traditionnels. On n'a pas parlé, mais vous avez raison d'insister. Ils n'ont pas besoin d'innovation. Ils ont absolument besoin d'innovation, naturellement. Et c'est pour ça que nous avons basé notre travail d'innovation, et je l'avais présenté ici l'année passée. L'an passé, oui, absolument, oui, tout à fait. Exactement ici. J'étais à un métier de parcours ailleurs. Maintenant, nous avons 93 groupes opératifs d'innovation qui travaillent. Et je crois les 90%, les 80% des projets sont exactement sur les filières des indications géographiques. Et c'est pour ça que le futur de la PAC, je crois qu'il doit être très collégué avec tout ça. Mais naturellement, et j'ai fini avec ça, ça nécessite de l'argent. Et le cadre financier, ce n'est pas une chose qui est là et voilà. Probablement, il faudra travailler entre les régions. J'ai entendu des mots que j'aime beaucoup ce matin par les représentants du gouvernement français, parce que j'ai noté les mots défendre un budget à l'auteur des défis que l'agriculture doit relever. C'est exactement ça. Je le disais hier, on a des défis qu'on n'a jamais eus, avec les changements climatiques, avec la nourriture de la planète, avec tout ce qui va passer. Et ce cadre financier n'est pas courageux, n'est pas à l'autour du défi, exactement ça. Et c'est pour ça qu'on devrait travailler. On a vu le temps qu'on a devant nous, avant des élections européennes. Il faut utiliser ce temps-là pour bâtir entre nous des alliances qui vont être nécessaires pour changer un cadre financier qui n'est pas satisfaisant. Madame la ministre et Jean-Paul Denanot, je vous pose une question. Parce que dans l'esprit de ceux qui ne connaîtraient pas peut-être précisément en effet les défis agricoles qu'on vient de rappeler ce matin, il y a quelque chose qui me paraît paradoxal. Vous êtes beaucoup à regretter que le C de PAC disparaisse. À côté de ça, on pourrait se dire que plus d'autonomie au niveau des États, plus de différenciation, notamment parce qu'il y a des pays qui ont beaucoup de signes de qualité d'origine, beaucoup de pays ont des spécificités que d'autres n'ont pas ou autres. Au contraire, par rapport à l'idée générale que l'on donne, qui consiste à dire oui, mais si je ne peux pas faire ci, c'est parce qu'il faut que tout le monde soit à égalité dans l'Europe, etc., etc. On pourrait se dire que c'est une bonne chose. Or, tous, vous êtes en train de pointer du doigt que c'est au contraire quelque chose qui peut être dangereux. Alors, il faut que vous expliquiez pourquoi, il faut que vous nous disiez finalement pourquoi vous êtes si convaincu que le C de PAC doit vraiment être en lettres majuscules dans ces trois lettres. Oui, ça me paraît assez clair. Je crois qu'il y a un large consensus sur la question, et notamment sur la question du deuxième pilier, comme cela a été dit tout à l'heure. Alors, c'est effectivement une réforme de la plomberie, comme vous l'avez fortement dit et bien dit, sauf que ce n'est pas qu'une réforme de la plomberie. C'est-à-dire que les tuyaux se sont rétrécis, quoi. Et donc, l'argent qui va arriver sur le terrain sera évidemment... En plus, elle est pas mal, cette image, avec ce complément-là. À moindre quantité, et donc moins de quantité, particulièrement sur le second pilier. Or, c'est une question essentielle, et on voit bien que les débats tournent autour de la ruralité, oui, autour des territoires, du développement des territoires isolés, de l'économie des territoires, et que c'est une question tout à fait essentielle pour l'avenir de l'agriculture et pour l'avenir du monde d'une manière générale. Mais c'est pour ça qu'on pourrait se dire que plus d'autonomie pour les États, c'est quelque part une bonne chose, parce que chacun de ces territoires n'a pas les mêmes besoins, les mêmes spécificités que les autres. Oui, sauf que on est sur un continent européen qui a besoin de se serrer les coudes par rapport à toute l'agriculture mondiale. Il faut savoir qu'il y a une concurrence aujourd'hui qui est considérable déjà, qui va s'accentuer. Il faut savoir quand même que les USA aident 2 fois plus leur agriculture que l'Union européenne, que la Chine aide 3 fois plus son agriculture que l'Union européenne.
Il faut le savoir. Et donc, à partir de là, évidemment, on va être alors en situation de concurrence mondiale qui sera extrêmement déséquilibrée. Donc, c'est cette question-là qui me paraît tout à fait essentielle. D'où l'idée, effectivement, que l'Union européenne travaille à fond sur les questions de la qualité. Et sur la question de la qualité, non seulement sur le territoire européen, mais dans les accords, dans les accords internationaux, dans les accords de commerce internationaux. Et ça, c'est un problème majeur. On a fini par... Enfin, moi, je ne l'ai pas voté, mais il y en a qui l'ont voté, majoritairement le CETA. Et puis derrière, ça a été dit tout à l'heure, il y a le Mercosur qui arrive. Et puis, il y a d'autres accords qui sont en perspective. Il y a la Nouvelle-Zélande, il y a l'Australie, qui sont des pays d'élevage et qui risquent effectivement de perturber considérablement notre agriculture et notre élevage. Donc là, il y a un vrai souci. Et donc, il faut que l'Union européenne soit en capacité, effectivement, davantage aider son agriculture. Et je terminerai en disant quand même que l'omnibus, ça fait un pas important sur les organisations à la fois de filières et des producteurs. Et ça a été un point tout à fait important qui va permettre, je le crois, aux organisations de producteurs, si elles savent effectivement s'organiser, parce que c'est ça la question. Oui, parce qu'il y a aussi cette condition-là, bien sûr. Et vous parliez tout à l'heure de fournir les cantines. Moi, lorsque j'étais président de région, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des organisations de producteurs qui soient capables de fournir les quantités dont on avait besoin. Donc il y a un vrai sujet d'organisation des producteurs et d'organisation des filières. Et donc l'omnibus, on a beaucoup bougé là-dessus. Et mon ami Paolo De Castro, que tu connais bien, a porté cette question au sein de l'omnibus. Et c'est effectivement là, je crois, un progrès qui est assez sensible, mais dont il faut, instrument dont il faut qu'on soit capable d'utiliser. Oui, de se saisir, c'est ça. De se saisir, parce que si on n'est pas capable de l'utiliser, il ne servira à rien. Donc voilà, moi, je crois qu'il y a effectivement là un enjeu considérable pour une politique agricole commune, mais qui soit effectivement commune. C'est-à-dire qui fasse en sorte que l'Europe puisse, dans son ensemble, peser dans le contexte mondial. J'y vois un autre inconvénient quand même. On n'en a pas parlé. Mais la Commission européenne a un certain nombre de fonctionnaires aujourd'hui. Oui. Si elle délègue aux États membres la gestion de la politique agricole, qui serait plus commune pour le coup, il va falloir que les États membres recrutent. Non, mais ce qui est tout à fait dans l'air du temps. C'est un effet pervers extraordinaire. C'est-à-dire qu'il va falloir que les États membres recrutent, mais les fonctionnaires européens, eux, ils vont rester et ils vont faire de la résistance. Ce qui fait qu'on va encore complexifier le dispositif. Voilà pourquoi je suis très opposé, justement, à cette renationalisation, à cette organisation nouvelle des tuyaux. Merci.